Donc voilà, dans ce titre, changement récent de la biomasse océanique révélée par les observations satellitaires de la couleur de l'océan. Donc il est question donc de la biomasse océanique. En fait, il manque un mot ici, c'est en fait la biomasse végétale océanique, comme on va le voir. Il est question de couleur de l'océan, d'observation satellitaire. Donc je passerai une partie de cette présentation à vous parler donc de ces trois points. Donc du sujet de base, donc cette biomasse, et des moyens qu'on met en œuvre maintenant pour pouvoir l'observer à l'échelle de la planète et à l'échelle des décennies. Et puis donc la deuxième partie se focalisera sur le lien de ces observations avec les changements climatiques qui sont le sujet de ce séminaire. Donc la biomasse végétale océanique, donc voilà, c'est en fait, je ne vous parlerai pas évidemment donc de celle qui est la plus visible, la biomasse du macro des macroalgues qu'on voit le long des côtes, etc., mais donc de cette biomasse microscopique, le phytoplancton, donc qui se trouve dans les couches superficielles de l'océan, donc qui est un monde extrêmement complexe et extrêmement varié, qui est juste ici illustré par quelques images de ces cellules phytoplanctoniques. Donc quelques éléments sur cette biomasse. Donc on l'appelle, on la dénomme collectivement le phytoplancton, donc plancton pour les organismes qui n'ont pas de déplacement propre dans l'eau, ou en tout cas des déplacements qui sont négligeables par rapport à ceux des courants, donc des organismes qui dérivent tout simplement, et phyto, pour le côté végétal. Donc ce sont des organismes microscopiques, donc les plus petits font environ 0,5 microns, les plus gros 200 microns, et donc c'est un ensemble qui est d'une extrême biodiversité, ça couvre 12 taxa. Donc vous avez là-dedans donc des prokaryotes, des eucaryotes, une grande variété on verra ça, de pigmentation et de fonctions géochimiques, mais qui inclut évidemment en général la fonction de photosynthèse. Alors ce phytoplancton, si on prend le stock complet dans l'océan mondial et qu'on l'exprime en termes de carbone, ça représente une gigatonne de carbone, donc 1 milliard de tonnes de carbone. C'est très faible en fait par rapport à la biomasse terrestre qui est donc à peu près 500 gigatonnes, donc c'est 0,2% de la biomasse qu'il y a sur les continents. Par contre, donc ce phytoplancton se développe extrêmement rapidement. En quelques jours, au pire en une semaine, le stock est renouvelé. Donc la production de carbone qu'on appelle la production primaire est d'environ 50 à 60 milliards de tonnes de carbone par an. Ce qui est en fait à peu près l'équivalent de la production faite par la biomasse terrestre. Donc c'est ce qu'on appelle la production primaire. Alors cette production qui a lieu dans les couches superficielles éclairées de l'océan, une partie est ce qu'on appelle exportée vers les couches plus profondes de l'océan, donc par sédimentation de particules, par les mouvements physiques des masses d'eau, etc. Là ce chiffre il est loin d'être très certain, mais disons environ 20% de ce qui est produit en surface, donc part vers les couches plus profondes. Ensuite, une toute petite fraction de cet export est enfin séquestrée définitivement dans les sédiments marins. Donc c'est une petite quantité, une infime quantité sur des échelles de temps courtes. Par contre, c'est évidemment sur les échelles géologiques un flux considérable, puisque ça représente donc le premier réservoir de carbone, donc dans les roches carbonatées qui ont été formées au cours des millions d'années sur la planète. Et puis, donc, ça a été évoqué dans l'introduction d'Edouard Barr. Donc, cette activité prélève, là, j'ai mis un quart, entre un quart et un tiers, là, il y a des incertitudes, donc de ce gaz carbonique qui nous rejetons dans l'atmosphère. Une partie à peu près équivalente est prélevée par la végétation terrestre, et le reste, évidemment, restant donc dans l'atmosphère, c'est l'augmentation qui est bien connue. Donc effectivement, si cette activité biologique n'existait pas, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère seraient bien plus élevées, et également celle de l'océan de surface, donc ce qu'on appelle la pression partielle du dioxyde de carbone dans les océans de surface serait d'environ 450 à 500 parties par million, ce qui est beaucoup plus qu'actuellement. Donc on comprend là évidemment l'importance considérable de ce compartiment biologique dans la régulation des flux de carbone à l'échelle de la planète. Donc c'est ce qu'on appelle, avec un terme pas forcément très joli, mais la pompe biologique du CO2, en parallèle aux pompes physiques qui ont été décrites précédemment. Un autre aspect très important de cette biomasse, sur lequel je ne reviendrai plus, c'est évidemment le premier maillon de toute la chaîne alimentaire marine, donc vous pouvez imaginer les conséquences des variations de cette biomasse sur tous les échelons trophiques supérieurs,
jusqu'aux poissons et donc sur les pêcheries, mais c'est un aspect que je n'aborderai pas dans cette présentation. Alors, cette biomasse végétale océanique, on l'a décrit, en particulier à partir de la concentration en chlorophylle, donc ce sera ce symbole qui sera utilisé tout au long de la présentation. Donc, comme indicateur de cette biomasse végétale océanique, bon, la biomasse, évidemment, est faite de beaucoup d'autres choses que de la chlorophylle, mais l'intérêt de la chlorophylle, bon, d'abord, c'est un pigment qui est présent dans toutes les espèces du phytoplancton, c'est le pigment principal pour la photosynthèse. Donc, par conséquent, les changements de l'activité biologique ont un impact sur cette chlorophylle et vice-versa. C'est également un paramètre qui est mesuré depuis de nombreuses décennies dans l'océan mondial, donc on commence à avoir quelques observations de long terme. Et les variations donc, de cette concentration en chlorophylle sont reliées à celles de la biomasse du phytoplancton, en tout cas pour les eaux du large, qui sont à peu près 95% de l'océan dont je parlerai aujourd'hui, donc via leur impact sur cette couleur de l'océan dont je vais vous parler dans un instant. Et donc cette concentration peut maintenant être fournie à l'échelle globale et répétée dans le temps par les observations satellitaires. Ce sera une deuxième partie donc, de ce que je vais vous dire. Donc cette couleur de l'océan, je vais passer un petit peu de temps là-dessus puisque c'est vraiment l'information de base qu'on va utiliser pour quantifier la biomasse phytoplanctonique. Donc on va prendre un petit peu de recul pour commencer. Donc en parlant du bilan radiatif de la planète, bon là vous voyez c'est cette image classique de la fameuse planète bleue. Bon on va voir qu'évidemment cette couleur qui est due principalement à l'océan et à l'atmosphère n'est pas si simplement bleue que ça. Donc ce flux donc, qui arrive sur la planète, donc une partie est simplement réfléchie et repart dans l'espace par l'atmosphère, les nuages et la surface. Une autre partie est absorbée donc, dans l'atmosphère et les nuages. Et enfin, le reste donc, est absorbé par l'océan et par les terres. Et donc c'est cette partie, donc les photons qui, en provenance du Soleil, qui sont absorbés dans l'océan, qu'on va regarder un peu plus en détail maintenant. Donc quel est leur destin? Donc ils vont dans l'océan interagir, donc d'abord avec l'eau de mer évidemment, des matières organiques dissoutes qu'on appelle colorées parce qu'elles vont modifier donc la couleur de l'eau, et puis des particules. Alors dans les particules évidemment, vous avez ce phytoplancton dont on vient de parler, vous retrouvez l'image du début, et quand on, par exemple, cultive ces petits organismes en laboratoire, bon, qu'on les concentre fortement dans des cultures, en fonction des différentes espèces, etc., voilà le genre de couleurs et d'espèces de soupe qu'on peut obtenir. Donc vous pouvez tout de suite imaginer que si vous diluez ça dans l'eau de mer, ça va donc avoir un impact évidemment considérable sur sa couleur. Alors, bon, il y a d'autres particules, je ne reviendrai pas sur celle-là en particulier, dont on trouve des bactéries, des virus, des colloïdes, des particules en provenance de l'atmosphère, par exemple les sables soulevés sur les déserts de la planète et qui se déposent dans l'eau. Et puis même, on a vu récemment qu'une certaine région du Pacifique pouvait être polluée par des micro-particules de plastique. Bon, la plupart, mis à part le plastique qui est anecdotique, la plupart de ces particules ont la bonne idée, dans l'océan ouvert en tout cas, de varier de manière à peu près parallèle aux variations de la concentration en chlorophylle. Alors ces photons, donc on a vu avec quoi ils interagissaient, et les phénomènes d'interaction donc avec les particules ou les molécules, donc des phénomènes d'absorption, donc là l'éclairement est absorbé, des phénomènes de diffusion, donc là simplement l'éclairement est redirigé dans toutes les directions de l'espace, des phénomènes plus de diffusion qu'on appelle inélastiques, bon, c'est en fait ce qu'on appelle la fluorescence du phytoplancton. Alors le budget de propagation de ces photons, donc une partie donc, est réfléchie à la surface, ensuite une partie pénètre dans l'océan et en ressort, et c'est celle-là que nous allons analyser et regarder dans un instant. Donc vous voyez que c'est assez faible, entre 1 et 20% grand maximum. Et puis une grande partie est donc absorbée, et principalement pour faire finalement de la chaleur, et une petite quantité donc est absorbée par la biomasse, par le phytoplancton, et va générer de la biomasse. Alors maintenant, cet éclairement qui est réfléchi, on peut en avoir une certaine perception d'abord quand on l'observe nous-mêmes, à partir au-dessus de la surface. Donc on retrouve les cheminements des photons dont on vient de parler. Donc évidemment, pour être perçu par un observateur, le photon ne doit pas être absorbé, et il doit être diffusé, réfléchi dans la direction de l'observateur.
Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail maintenant, comment donc ce qu'on appelle les propriétés optiques de l'océan vont déterminer cette fameuse couleur. Donc, nous allons regarder des spectres, ce qu'on appelle des spectres ici d'absorption. Donc là, c'est la longueur d'onde, donc du bleu en passant vers le vert et vers le rouge. Et puis donc la valeur du coefficient d'absorption. Alors ici, cette courbe verte est typiquement l'absorption d'un phytoplancton tout à fait classique. Donc vous voyez qu'il y a une absorption très forte dans le bleu, en particulier. Donc plus la concentration en phytoplancton va augmenter dans l'eau, plus les radiations dans le domaine du bleu vont être absorbées. Et on a aussi un pic d'absorption dans le rouge, mais qui est moins important dans la mesure où, là, c'est surtout l'eau de mer, en fait, qui est importante pour l'absorption. Autre spectre tout à fait différent, celui des matières organiques dissoutes colorées. Donc, elles absorbent de manière croissante, exponentielle, vers les courtes longueurs d'onde. Et puis l'eau de mer, dont je viens de dire. Donc là, c'est exactement l'inverse. Donc, une absorption très faible dans le bleu et une augmentation extrêmement forte dans le rouge. Ensuite, les deuxième phénomène, donc la diffusion, donc des spectres de diffusion. Ici, donc pour l'eau de mer pure, donc là c'est une diffusion qui est croissante vers les courtes longueurs d'onde. Les particules comme le phytoplancton, par contre, ont une diffusion qui est beaucoup plus plate spectralement. Alors, donc, une fois que ces propriétés optiques qu'on appelle inhérentes, donc des particules ou des substances dissoutes, se combinent avec l'éclairement solaire qui pénètre dans l'océan, ça génère donc un flux qui ressort de l'océan, et donc on peut le mesurer par exemple en termes de luminance, donc la luminance qui va émerger de la surface, toujours le spectre. Donc voilà ici un spectre typique en bleu d'eau très claire, donc vous voyez que le maximum se trouve dans le bleu, ça, bon, vous savez que les eaux claires ont plutôt tendance à être bleues, et par contre si on se trouve dans une zone très riche en phytoplancton, l'éclairement est très diminué dans le bleu, au contraire augmenté dans le vert par la rétrodiffusion, donc on voit là la différence extrêmement nette. Donc notre perception à nous, en fait, elle se fait avec la réponse spectrale de notre œil, qui est à peu près centrée sur ces trois domaines. Alors, ça se traduit par quoi? Ça, voilà. Des variations extrêmement importantes. Donc, cette première image ici, qui n'est pas du tout truquée, vous voyez, c'est une eau violette. Donc ça correspond aux eaux, effectivement, les plus pauvres de l'océan, qui se trouvent dans le Pacifique sud-est. Très, très, très peu de chlorophylle. Et donc là, les eaux sont visuellement quasiment violettes. Ça, c'est plutôt typiquement ce qu'on observerait en Méditerranée. Et puis ici, dans la Manche, où là, par contre, les concentrations en chlorophylle sont très élevées. Bon, éventuellement, déjà, quelques apports sédimentaires aussi à partir des côtes. Et ensuite, ici, quelques exemples de choses plus, entre guillemets, anecdotiques, parce que vous voyez qu'on est beaucoup plus près des côtes, où là, les apports en sédiments, en matière par les fleuves, etc., vont perturber ce schéma assez simple que je vous ai expliqué juste avant et amener à des colorations de toutes sortes et très variables. Bon, celles-là, on ne les considérera pas plus avant dans cette présentation non plus. Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc une partie de cette couleur qui, en fait, est due à la réflexion de la lumière, de l'éclairement du ciel, pardon. Si on s'affranchit de ça, il faut aller sous l'eau, et on retrouve là, bon, par exemple, un contraste très évident entre des eaux extrêmement claires, très pauvres en chlorophylle, des eaux très claires et très bleues, et des eaux beaucoup plus riches en phytoplancton. Là, on est à 4 mètres de profondeur, vous voyez que l'éclairement est très diffus et commence à tourner vers le vert. Alors, si on revient au schéma d'avant, évidemment, cette quantification, cette observation de la couleur de l'océan, les océanographes le font avec leur œil, bien entendu, mais avec un certain nombre d'instruments, bien entendu, qu'on déploie dans l'eau, et qui ont, eux, des réponses spectrales, évidemment, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus fines que notre œil. Donc, on a, par exemple, bon, voilà, là, il y a 9 bandes spectrales qui correspondent à certains des instruments qu'on peut utiliser. Beaucoup d'instruments modernes permettent, en fait, maintenant de mesurer l'ensemble du spectre à une résolution spectrale extrêmement fine, donc ce qu'on appelle des radiomètres qu'on déploie dans l'océan et qui nous permettent donc de mesurer ce spectre de la lumière marine. Alors, comment ça, on arrive ensuite à retourner par inversion donc à la concentration en chlorophylle. Donc vous avez ici donc le spectre, donc toujours là 300 à 750 nanomètres, de ce qu'on appelle la réflectance. Donc la réflectance, c'est le rapport entre l'éclairement ascendant qui ressort de l'océan et celui qui y arrive à partir de la surface. Donc les différentes courbes ici sont pour différentes concentrations en chlorophylle, donc très faible ici
à beaucoup plus élevé. Donc on retrouve la diminution importante dans le bleu, l'augmentation dans le vert. Donc si vous faites des mesures, par exemple, dans le bleu et dans le vert, vous en faites le rapport, qui est donc exprimé ici, et vous l'exprimez en fonction de la concentration en chlorophylle, vous obtenez ce genre de courbe. Donc là, tous les petits points correspondent à différentes mesures in situ, et puis la courbe moyenne qui passe là-dedans. Donc si vous avez, par exemple, ici une mesure du rapport entre la réflectance du bleu et du vert, vous pouvez la faire correspondre à une concentration en chlorophylle de manière relativement précise. Alors, cette quantification qu'on peut réaliser in situ, donc maintenant on la réalise en grande partie à partir de l'espace par la télédétection satellitaire. Donc ça, c'est un vaste domaine que je vais résumer assez rapidement. Donc simplement, ces observations, donc maintenant on peut les réaliser à partir de satellites. Bon, ça se fait depuis environ 2 décennies maintenant. Donc ces radiomètres qu'on peut déployer dans l'océan, on peut donc les déployer sur des instruments, évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, sur des plateformes satellitaires. L'intérêt, donc, c'est qu'on orbite en permanence autour de la Terre. On a un champ de vue relativement large, et donc, en l'espace de quelques jours, on a pu observer la totalité de l'océan, et on peut le faire au cours des saisons, au cours des années, et, espérons-le, au cours des décennies. Alors, juste un mot sur cette technique spatiale. Bon, voilà par exemple une image de la concentration en chlorophylle qu'on peut obtenir. Donc ici, c'est la Nouvelle-Zélande. Simplement, ce qu'il faut bien voir, donc si on prend par exemple une petite zone ici, qu'on fait un zoom dessus, donc ces jolies images qu'on appelle, qu'on décrit parfois comme des photos satellites, en fait sont donc un ensemble de mesures. Si on a un zoom ici, par exemple, donc chaque petit point qu'on appelle un pixel, en fait, est une mesure d'un flux de photons en haut de l'atmosphère qui est interprétée de manière géophysique en termes de concentration en chlorophylle pour ce qui nous intéresse ou de tas d'autres paramètres pour d'autres quantités. Donc il s'agit en fait d'une interprétation quantitative de cette mesure satellitaire en termes de ce qu'on va appeler des paramètres ou des quantités géophysiques en chaque élément de l'image, donc de chaque pixel. Donc vous pouvez imaginer qu'il s'agit en fait de l'équivalent de milliards d'observations ponctuelles dans l'océan réalisées au cours des années. Donc c'est un ensemble d'observations absolument considérable. Alors on peut combiner ces observations faites de manière répétée, de manière globale, et obtenir ce genre de description très générale donc de la distribution de la chlorophylle dans l'océan. Je ne vais pas décrire cette carte plus en détail, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, une petite animation aussi, celle-ci est pour vous montrer donc quelles sont les capacités de cette observation satellitaire de la concentration en chlorophylle et les phénomènes typiquement auxquels on peut avoir accès quand on s'intéresse pour l'instant à des échelles de temps, disons, saisonnières ou pluriannuelles. Donc sur cette carte qui va s'animer dans quelques instants, bon, ce qui est représenté sont les concentrations en chlorophylle, donc des plus faibles pour le bleu, vers les plus élevés, bleu ciel, vert, jaune et jusqu'au rouge. Bon, ici, vous avez les glaces, ça, je n'en parlerai pas, et puis la végétation terrestre sur les terres, je n'en parlerai pas non plus. Bon. Donc, typiquement, ce que vous pouvez observer ici, donc il s'agit d'une animation faite à l'échelle des mois, donc ce sont des variations extrêmement importantes. Donc on retrouve d'abord des grandes zones très pauvres en concentration en chlorophylle, des zones avec des concentrations beaucoup plus élevées ici, par exemple, le long des côtes de la Mauritanie. Ici, un phénomène que vous voyez évoluer au cours du temps dans tout l'Atlantique Nord, qui est en fait la floraison, on appelle ça la floraison du phytoplancton du printemps. Donc c'est un phénomène saisonnier qui revient chaque année avec une intensité et un timing assez variable. Donc les grandes zones qu'on appelle oligotrophes de l'océan, donc très pauvres en chlorophylle. Donc là, on se déplace ensuite doucement vers le Pacifique. Donc vous voyez que les concentrations élevées ne sont pas nécessairement forcément situées le long des côtes. Elles peuvent également être, par exemple, c'est le cas ici, le long de l'équateur dans le Pacifique, où des phénomènes de remontée d'eau amènent des éléments nutritifs et permettent au phytoplancton de se développer. Bon, là, on retrouve les zones très très pauvres de l'océan. Et puis si on remonte maintenant dans le Pacifique Nord, on a un phénomène un petit peu similaire à celui de l'Atlantique Nord, avec une floraison phytoplanctonique de printemps. Alors, un petit point, donc on a vu donc, cette biomasse phytoplanctonique est un maillon essentiel donc, du cycle global du carbone, que dans les eaux du large, donc la majeure partie des océans,
Donc le phytoplancton, les particules et les substances dissoutes qui lui sont associées sont responsables des changements de cette couleur de l'océan, qu'on peut exprimer cette couleur de l'océan par des quantités physiques, optiques, et que ça permet donc de quantifier la concentration en chlorophylle dans les eaux de surface, et que c'est maintenant donc quelque chose qu'on peut réaliser à l'échelle globale grâce aux satellites d'observation de la Terre. Et donc ça nous permet une étude détaillée des distributions à grande échelle et des variations temporelles à des échelles saisonnières interannuelles. Alors maintenant, le lien avec le climat de tout ça. Donc je reviens à la carte que vous avez vue un petit peu tout à l'heure. Donc je vais y passer un petit instant dessus. Donc là encore, des concentrations chlorophylle qui vont des plus faibles pour le violet et bleu aux plus élevés vers le vert, jaune et rouge. Alors cette distribution que vous voyez là, qui est une distribution moyenne annuelle réalisée à partir de la compilation de toute une quantité de données d'un capteur satellitaire, donc elle n'est pas due au hasard. Bon, le phytoplancton, donc, pour se développer en surface, a besoin principalement de deux choses. D'une part, la lumière, qui est plutôt dans les couches de surface, et d'autre part, des éléments nutritifs, qui, eux, par contre, sont plutôt dans les couches profondes de l'océan. Donc il faut des mécanismes qui vont permettre d'amener ces éléments nutritifs profonds dans l'océan vers les couches de surface pour que le phytoplancton puisse les utiliser et développer de la biomasse. Alors il y a toute une série de mécanismes physiques qui vont permettre ça. Bon, par exemple, le long des côtes ici, donc de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, vous avez des phénomènes de poiling. Ici, donc par exemple, c'est dû au fait que le vent, les alizés soufflent ici, entraînent les eaux de surface vers le large. Elles sont remplacées par les eaux plus profondes, riches en éléments nutritifs, et on a donc développement de phytoplancton. Le phénomène dont je vous ai, un autre phénomène, à très grande échelle, donc ces remontées d'eau le long de la divergence du Pacifique tropical, qui permettent là également des développements de phytoplancton. Bon, c'est plus modéré que ce qu'on a ici, mais c'est tout de même un phénomène extrêmement important et permanent. D'autres choses qui sont à des échelles plus saisonnières et qui se produisent d'année en année, cette floraison du phytoplancton dont je vous ai parlé dans l'Atlantique Nord, qui a lieu donc tous les ans. Donc là, le phénomène est dû aux variations de ce qu'on appelle la couche de mélange de l'océan, donc les quelques centaines de premiers mètres de l'océan, qui donc en période hivernale vont s'approfondir. On a des phénomènes de mélange qui permettent donc d'aller remonter ces fameux éléments nutritifs vers la surface et ensuite de les utiliser quand l'éclairement augmente au printemps et les eaux se stratifient. Donc une combinaison de phénomènes physiques à grande échelle ou à échelle plus locale, à échelle saisonnière ou plutôt permanente, qui vont déterminer donc cette grande distribution. Donc on peut tout de suite imaginer évidemment que tout changement dans cette physique des océans, dû à une stratification plus importante à cause du réchauffement climatique, à des changements dans la circulation, vont avoir un impact évidemment immédiat sur le développement du phytoplancton. Donc c'est ce qui est ici un peu résumé sur ce petit schéma un petit peu simpliste, mais qui exprime que d'une part, dans les zones tropicales et aux moyennes latitudes, le développement du phytoplancton est plutôt limité par l'apport des nutritifs. Donc l'apport de nutritifs n'est pas très important et la stratification, on a besoin de mélanges pour les amener. Bon. Si l'océan se réchauffe et donc est plus stratifié, le flux de nutritifs vers la surface risque de diminuer et donc la production de phytoplancton diminuerait également. À l'inverse, dans les latitudes plus élevées, le mélange amène en général suffisamment d'éléments nutritifs pour le phytoplancton en surface. Par contre, ce mélange parfois important emmène les cellules du phytoplancton vers des profondeurs où l'éclairement est insuffisant, donc le développement n'est pas forcément optimal. Si l'océan vient à se stratifier un peu plus par le réchauffement, éventuellement, donc ces éléments nutritifs abondants pourront être mieux utilisés et donc on peut avoir dans ce cas-là une augmentation de la concentration en chlorophylle. Alors évidemment, la question c'est quel est l'équilibre global entre ces deux effets opposés. Et puis également, bon, c'est un petit peu un schéma assez simpliste, donc voir s'il existe aussi d'autres mécanismes physiques qui vont aller dans le sens d'une augmentation ou d'une diminution de la biomasse chlorophyllienne. Et évidemment, avec les impacts toujours sur les flux de CO2 à l'interface. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer donc, les changements de cette chlorophylle sur de longues échelles de temps, puisqu'on parle de climat, donc on essaie d'avoir des fenêtres d'observation les plus longues possibles.
Bon, les données de terrain, donc je montrerai quelques exemples basés sur les données in situ. Alors évidemment, ce sont des données qui sont toujours à l'échelle de l'océan rares et dispersées, quand on est dans une perspective globale, et encore plus quand on s'intéresse à de longues échelles temporelles. Donc il y a des problèmes d'homogénéité, des méthodes de mesure. Un certain nombre de séries temporelles actuelles existent, mais leur futur est toujours assez incertain. Donc c'est difficile de déterminer de grandes tendances à partir uniquement de données in situ. Donc évidemment, bon, ce dont je parlerai plus aujourd'hui, donc les observations satellitaires couleur de l'océan, donc là, elles sont globales par définition. Les archives long terme peuvent être construites, mais en fait, nous sommes juste au début de leur construction. Et là aussi, on a évidemment des problèmes d'homogénéité entre les différents capteurs, les différents satellites et les différentes méthodes de traitement. La modélisation, donc je ne ferai que l'aborder très très rapidement vers la fin, puisque là vous aurez des présentations beaucoup plus détaillées aujourd'hui sur ce point. Donc quelques exemples de changements avérés. Donc c'est évidemment une liste non exhaustive. Donc d'abord pour rappeler que le sujet n'est pas totalement nouveau, deux exemples. Donc un premier dans le Pacifique central nord, donc un papier de 1987. Donc des mesures de chlorophylle éparses entre ici 64 et 85, qui semblaient montrer donc un saut de concentration aux alentours des années 75 à peu près. Ici une autre étude sur l'ensemble du Pacifique Nord. Alors cette fois-ci basée non pas sur des mesures directes de chlorophylle, mais des mesures de la transparence de l'eau avec ce qu'on appelle un disque de Secchi, qu'on peut relier à la concentration en chlorophylle. Bon, là, la conclusion était qu'il n'y avait pas franchement de changement notable sur les 70 ans que couvrait cette étude. Autre exemple à partir de données in situ, bon, dans les années 80-90, un programme qui s'appelait le Joint Global Ocean Flux Study donc, a favorisé l'installation de séries fixes, de points fixes de mesure in situ. Donc deux exemples, un ici en mer Méditerranée, entre la France et la Corse. Donc des séries sur à peu près 10 ans de l'évolution donc de la chlorophylle et d'autres pigments du phytoplancton qui sont caractéristiques de différentes espèces, où on voit, bon là, apparemment une augmentation générale sur les 10 ans qui sont ici, 91 à 2000. Une autre station a été installée dans le Pacifique subtropical, du côté de Hawaï. Et là, donc, les changements, bon, qui ont été... Les mesures de cette station ont été combinées à des mesures plus historiques et plus anciennes. Bon, semblait montrer donc effectivement là aussi éventuellement un changement assez significatif, non seulement de la concentration en chlorophylle, mais aussi des changements dans la composition pigmentaire qui semblaient montrer des changements de la structure de la communauté phytoplanctonique. Autre étude, donc cette fois réalisée par les Japonais, donc qui ont un transect ici, fait depuis 1965, en décembre, systématiquement. Donc ici, donc la concentration en chlorophylle de 1965 à 2000. Et puis sur cette zone en particulier, là, ce sont les carrés noirs. Donc on semble bien voir une augmentation et qu'on retrouve ici sur ce graphique qui est en fonction de la latitude et du temps. Donc une augmentation. Ce que je veux illustrer avec ça, c'est vous pouvez imaginer l'effort colossal que ça représente, donc depuis 1965, d'envoyer un navire tous les ans, faire des quantités de mesures considérables de l'océan, pour obtenir, ce n'est pas pour minimiser cette étude, mais tout de même un résultat extrêmement, évidemment, par définition ponctuel. Alors l'étude la plus récente, basée sur uniquement des données in situ, on passera au satellitaire juste ensuite, bon, je la présente ici avec un titre un tout petit peu provocateur. Saviez-vous que l'océan a perdu les 2/3 de sa biomasse au cours du XXe siècle? C'est une étude qui a été publiée l'année dernière, en fin 2010, donc basée sur la compilation de mesures de transparence des eaux, donc depuis le début du XXe siècle, et puis progressivement l'incorporation des mesures directes de chlorophylle. Donc ces auteurs ont compilé toutes les mesures disponibles et déterminer des tendances régionales, globales, à partir de ça. Et la conclusion générale de leur étude était une diminution de 1% par an pendant le XXe siècle. Alors évidemment, si on combine 1% par an pendant un siècle, ça fait une diminution considérable. Alors c'est une étude qui a généré un petit peu de débat, on va dire,
Et puisque, donc, si cette diminution colossale avait vraiment lieu, bon, on pourrait s'attendre à des conséquences tout de même assez terribles par exemple, sur les échelons trophiques supérieurs. Et puis, ça voudrait dire que des changements tout de même assez significatifs de la physique de l'océan auraient pu amener à cette diminution très forte. En fait, bon, on ne les voit pas vraiment. Bon, il y a pas mal de quelques réfutations qui ont été publiées récemment. Bon, juste pour illustrer la difficulté, à partir des données in situ, d'obtenir des réponses très certaines sur l'évolution du plancton. Alors, l'apport des satellites, maintenant, dans toute cette problématique. Je parlerai de deux missions principalement satellitaires. Une mission Coastal Zone Color Scanner, donc CZCS, à bord du satellite Nimbus 7 de la NASA. Ça, c'est la première mission couleur de l'océan qui a existé de 79 à 86. Donc la demoiselle ici est pour montrer l'échelle de l'instrument, et voilà le satellite. Et ensuite, d'une interruption malheureusement de 12 ans sans observation satellitaire, et un nouveau capteur lancé en 1997, le SeaWiFS. Oui, j'ai oublié ici, pardon, la durée de vie. Donc 1997 à décembre 2010. Donc depuis décembre, c'est terminé. Donc, retenir, donc le CZCS, donc ce sont les données, on va dire, des années 80, et le SeaWiFS, les données, les observations des années 90-2000. Alors, une des premières études à avoir utilisé une partie de la série temporelle du capteur SeaWiFS, donc récent, pardon, 97 à 2007, publié par Mike Berenfeld et collaborateurs donc en 2006. Donc vous avez ici, donc ils ont couplé donc ce qu'on appelle donc les anomalies de la concentration en chlorophylle dans l'océan, donc les points gris, donc à l'échelle mensuelle. Donc à chaque fois, c'est la différence entre la moyenne mensuelle telle qu'elle est observée, donc par exemple au mois de janvier 1998, par rapport à la moyenne de tous les mois de janvier sur la même période. Donc des anomalies comparées avec ces points rouges qui sont des anomalies d'un index de stratification de l'océan, donc le MEI, donc Multivariate ENSO Index, bon, qui combine en fait toute une série d'indicateurs physiques, mais qui vont dans le sens de la description de la plus ou moins grande stratification de l'océan. Ici, c'est la même chose avec un indice physique un petit peu différent. Bon, on voit que les deux séries sont extrêmement bien corrélées, donc ça montrait qu'effectivement, il y avait bel et bien un lien entre le changement physique de stratification de l'océan et les concentrations en chlorophylle. Bon, par contre, évidemment, la série est un petit peu courte pour en tirer des conclusions très générales. Deux autres études que je mets ici en parallèle ont travaillé sur la même série de données donc de SeaWiFS, 1998, là il y a eu une ou deux années de plus, jusqu'en 2008. Alors celle-ci avait pour titre donc les zones les moins productives de l'océan sont en train de s'étendre. Donc ces fameuses zones oligotrophes, les grandes zones bleues que vous avez vues sur les cartes précédemment. Et l'étude qui a été publiée sur les mêmes données un an après, elle se pose la question, est-ce que ces déserts océaniques deviennent plus grands? Donc vous voyez qu'à partir des mêmes données, des analyses un petit peu différentes, pour l'instant on est encore dans le risque d'avoir des conclusions un petit peu différentes. Ici, donc ça montrait, ce sont les moyennes ici sur différents océans, donc l'extension de la surface de ces grandes zones oligotrophes. Ici, par contre, donc cette autre étude montre des oscillations de la surface de ces grandes zones oligotrophes et qui en fait sont mises en relation avec des oscillations de la physique des océans. Donc par exemple le Pacific Decadal Oscillation Index, qui est donc un indice qui décrit, on y reviendra après, donc des variations à très grande échelle du Pacifique. Donc vous voyez qu'avec ces données, on est encore un petit peu dans le doute. Alors, vous avez vu que c'est 10 ans de données, on ne peut pas vraiment parler, on n'est pas en train de parler de climat avec 10 ans de données. Donc on se dit comment est-ce qu'on pourrait avoir accès donc, à une période de temps plus longue? Eh bien donc c'est en réutilisant donc, les données de ce capteur un peu plus ancien. Donc on va pouvoir, cette fois-ci, étendre la série de données à une vingtaine d'années. Ça reste toujours assez court par rapport aux échelles de temps du climat, mais c'est déjà un petit peu plus intéressant. Une des premières équipes à avoir fait ça donc, était à la NASA. Donc ils ont repris donc, les données de ce capteur CZCS 7985, celles du capteur SeaWiFS sur la période plus récente. Donc, sans rentrer dans les détails, ils ont fait une réanalyse avec des techniques de traitement particulières. Et puis, en particulier, ils ont fusionné les données satellitaires avec les données in situ pour essayer d'éliminer les éventuels biais entre les deux séries. Donc, par exemple, ils obtiennent donc une carte ici de la concentration chlorophylle pour la période récente, SeaWiFS.
la période un peu plus ancienne, c'est ZCS, et ici la différence. Et quand on combine tout ça, donc la conclusion était une diminution de 6% de la concentration en chlorophylle à l'échelle globale entre ces deux périodes. Alors nous avons réalisé au laboratoire et en collaboration avec l'Université de Miami une étude un peu similaire, basée sur les mêmes données. Donc dans la logique toujours de produire un enregistrement de couleur de l'océan qu'on appelle de qualité climatique, c'est-à-dire si possible exempt de toute dérive artificielle due à des problèmes instrumentaux ou de techniques de traitement de données. Et donc on a utilisé strictement les mêmes techniques de traitement pour les deux archives, on a révisé l'étalonnage des deux capteurs en essayant d'être le plus possible indépendant de toute autre source de données. Et donc on a comparé ici, c'est cette carte que vous voyez ici, donc là c'est la comparaison des moyennes des concentrations en chlorophylle sur ces deux périodes. Donc là c'est exprimé comme le logarithme du rapport entre les deux concentrations en chlorophylle, ce qui permet d'être symétrique par rapport à zéro. Bon, simplement, vous voyez des zones, par exemple, d'augmentation assez forte ici dans les zones intertropicales du Pacifique, et puis les couleurs froides, bleu, violet, donc pour les diminutions, par exemple, ici, plutôt dans les zones oligotrophes. À l'inverse de Greg et ses collaborateurs, nous avions obtenu finalement une augmentation globale de la concentration de 20%. Vous voyez là aussi une certaine incertitude. Par contre, ce qu'on a montré également, ce n'est pas simplement un changement de la quantité moyenne, mais également des changements importants dans les cycles saisonniers. Donc là, c'est l'exemple dans l'Atlantique. Alors chacun des petits carrés ici correspond à une bande de latitude, 60 nord, 50 nord, 50 nord, 40 nord, etc. Donc on passe ici par l'équateur et on va vers l'océan austral. La courbe noire épaisse, c'est donc la moyenne pour la période de CZCS dans les années 80. Les différentes courbes en couleur sont 5 années de données SeaWiFS, donc plus récentes, et leur moyenne, ce sont les petits pointillés noirs par derrière. Bon, ce que vous voyez tout de suite, bon, par exemple ici, aucun changement vraiment significatif entre les deux périodes dans le cycle saisonnier donc de janvier à décembre. Et puis à l'inverse, par exemple, dans la zone intertropicale, des changements très importants dans les cycles. Alors ça, c'est un résultat extrêmement important, ça montre vraiment des changements dans le fonctionnement de la physique de l'océan et de la réponse biologique dans ces régions-là. Alors, une autre étude qui a combiné, cette fois-ci, des données in situ et du satellitaire pour essayer d'étendre les données satellitaires vers le passé, donc publiée en 2005. Donc là, il s'agit de la combinaison de ce qu'on appelle l'index de couleur, le color index, d'un instrument qui est le Continuous Plankton Recorder, donc le CPR. Donc ça, c'est un instrument qui a été, et qui est toujours d'ailleurs, déployé derrière des navires dans tout l'Atlantique Nord. Et donc, bon, ça mesure principalement des paramètres liés au plancton animal, mais il y a également une mesure très grossière d'un index de couleur. Alors, ce que ces auteurs ont fait, donc ils ont pris sur cette zone toutes les observations donc, de cet index de couleur, qui est tout bêtement décrit comme pas de vert, du vert très pâle, du vert pâle et du vert. Donc c'est vraiment très, très simple, quatre couleurs. Et ils l'ont relié à la concentration en chlorophylle du capteur SeaWiFS pour la même période. Donc, ce qui permet de traduire finalement cet indice assez basique en termes de concentration en chlorophylle. Et donc ensuite, ils ont pu étendre ça sur donc, à peu près jusqu'aux années 50. Et si vous voyez ces deux petits traits rouges qui correspondent en fait à la période récente du capteur SeaWiFS et à la période un peu plus ancienne du capteur CZCS, il y a effectivement un saut tout de même très important ici, aux alentours des années 90, donc dans cette concentration. Et en fait, c'est ce qu'on voyait très bien sur la carte précédente. Alors, ces études que j'ai mentionnées et citées jusqu'ici, en fait, fournissent des diagnostics de changement sur une période assez récente, sur les 20 ans. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y a pas tellement d'explications des causes possibles de ces changements, donc je vais parler rapidement d'une étude qui, par contre, une des premières études qui a commencé à essayer de voir pourquoi on avait ces changements dans la chlorophylle. Donc on a publié ça fin 2009. Alors vous retrouvez ici la carte des changements de la concentration en chlorophylle entre la période des années 80 et 2000. En dessous, donc ce qu'on a tout simplement fait, c'est de regarder les différences dans la température de surface de l'océan sur la même période. Donc avec des augmentations ici, des diminutions. Et puis le trait noir que vous avez ici, c'est la différence 0, qui a été reportée sur la concentration en chlorophylle. Et en dessous, vous avez ici tout simplement la carte
des régions où les deux paramètres, donc concentration en chlorophylle et température, évoluent de manière inverse. Donc c'est ce que vous avez en jaune ou en bleu ciel. Donc à savoir ou bien une augmentation de température avec une diminution de chlorophylle ou une diminution de température avec une augmentation de chlorophylle. Et donc ces zones représentées ici en jaune et en bleu ciel représentent à peu près 60% de l'océan. Et pour les autres, bleu, marine et violet, les évolutions des deux paramètres sont en parallèle. Et ensuite, on a en fait repris la même période d'étude que celle de la première publication que j'ai montrée de Behrenfeld et Co., donc les anomalies de chlorophylle en fonction de la stratification. Et puis on a fait exactement la même chose, et on s'est aperçu que ces zones jaune et bleu ici s'inversaient complètement quand on regardait donc les différences sur une période d'à peu près 10 ans au lieu d'une période d'à peu près 20 ans, donc surtout dans le Pacifique. Donc qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait en fait qu'il y a donc des oscillations à l'échelle décennale, donc de la relation entre la physique et la biologie dans l'océan, et que par conséquent les interprétations qu'on peut faire sur des périodes relativement courtes sont à prendre avec beaucoup de précautions. Alors ça, donc on l'a relié ici, donc vous avez pour le Pacifique, l'océan Indien et l'Atlantique, donc les courbes noires qui sont des composantes d'analyse EOF, on s'en rentrer dans les détails, superposées avec des indices climatiques, donc qui sont là aussi des combinaisons de paramètres physiques décrivant les oscillations des bassins. Et ce qu'on a montré en fait, donc avec ça, c'est que donc l'abondance et la distribution du phytoplancton dans le Pacifique et l'Atlantique en particulier dépendent des oscillations décennales des propriétés physiques de ces bassins. Et d'autre part, bon là je viens de vous montrer la relation entre la concentration en chlorophylle et la température de surface, mais la question c'est est-ce que la température de surface est vraiment le meilleur indicateur des changements de la physique de l'océan? Donc on a regardé aussi, donc vous retrouvez ces codages de couleurs bleu ciel et jaune quand les paramètres varient en sens inverse. Et on s'est aperçu, donc on a relié les changements de chlorophylle avec d'une part les changements de ce qu'on appelle la nutricline permanente. Donc je vous dis tout à l'heure que les éléments nutritifs étaient en profondeur dans les océans. Et la zone de transition entre la surface et ces zones plus riches en éléments nutritifs s'appelle donc cette nutricline. Donc on a regardé la relation entre les changements de chlorophylle et cette nutricline, et également les relations entre le changement de la chlorophylle et la couche de mélange, qui elle est plus superficielle, et dont la variabilité est plus liée à la variabilité saisonnière et interannuelle. Bon, sans décrire ces cartes, ce qu'on a vu, c'est que la relation avec cette nutricline permanente était plus proche de la relation avec la température que ne l'était celle avec la couche de mélange, ce qui signifie qu'en fait, quand on étend les échelles temporelles et qu'on s'intéresse à des échelles multidécennales, on doit considérer non seulement ces variations de la couche de mélange saisonnière, donc en général les 200 mètres de l'océan, mais également les couches plus profondes. Dernière partie, dernier exemple, donc sur la combinaison des données et des modèles. Donc, je ne vais pas parler spécifiquement de la modélisation qui sera traitée par Laurent Boff cet après-midi, mais d'une combinaison données et modèles, pour évoquer deux aspects qui sont liés à la difficulté qu'on a actuellement à extrapoler nos observations qui sont faites sur des périodes de temps relativement courtes. Alors, la première étude de Stéphanie Henson et collaborateurs, donc ça reprend cet index de couleurs que je vous ai montré tout à l'heure, recalé sur les données SeaWiFS. Donc c'est les mêmes données que précédemment, donc de 1950 jusqu'à 2000, mer du Nord, Atlantique Nord-Est et Atlantique Ouest. Donc c'est la courbe noire en continu, et c'est exprimé encore en termes d'anomalies annuelles cette fois-ci. Et puis superposé à ça, vous avez donc en trait pointillé, en tireté ici, la même chose, dérivé de prédiction d'un modèle, donc modèle d'écosystème intégré dans un modèle de circulation océanique. Donc, et je vais simplement citer la conclusion de cette étude, qui est illustrée par les trois courbes qui sont là, c'est qu'en fait, donc, le modèle parvient assez bien à reproduire donc, la variabilité interannuelle. Par contre, par exemple, ce saut qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, qu'on voit dans le CPR, bon, on voit que le modèle, lui, reste plutôt sur le zéro, donc là, de passer d'une anomalie négative à positive. Apparemment, il n'a pas été capable de le faire, mais on voit aussi d'autres exemples ici. Donc, la conclusion de cette étude, c'était donc que la modélisation
toutes les capacités pour reproduire la variabilité interannuelle, mais pour l'instant encore quelques difficultés à représenter des sauts importants dans les régimes océaniques. Donc ça reste une chose qu'il faut probablement améliorer. Et la deuxième étude que la même équipe a réalisée juste un petit peu plus tard, alors cette fois-ci concernait la détectabilité des changements de la biomasse océanique induits par les variations du climat. Bon, vous avez vu que les quelques exemples que je vous ai montrés précédemment sur des périodes de temps assez courtes donnent des résultats pas forcément tous allant dans le même sens. Donc là, la question, c'est combien d'années d'observation nous faudrait-il finalement pour être capable de donner une réponse beaucoup plus définitive. Donc ils ont comparé là aussi, alors cette fois-ci purement de différentes simulations de modèles, avec plusieurs modèles. Donc là, c'est un exemple avec un des modèles qu'ils ont utilisé. Donc là, c'est une simulation d'un siècle. Donc c'est en termes de production primaire. Et donc vous avez ici donc les simulations qu'on appelle de référence, et puis des simulations avec des scénarios de changement climatique qui sont ceux du rapport 4 du GIEC. Et donc on voit les deux qui dérivent évidemment au cours du temps. Et donc la conclusion ici, les conclusions de cette étude, était que la détection des changements induits par la variabilité climatique dans les enregistrements de données satellitaires est pour l'instant un peu empêchée par la durée trop courte de ces séries et par une importante variabilité interannuelle à décennale. Donc les changements qui sont récemment observés sont difficilement attribuables de manière non équivoque aux changements climatiques globaux, et que l'analyse de ce genre de simulation de modèles suggère qu'il faudra attendre quasiment jusque les années 2050 pour avoir une séparation très nette de la variabilité climatique et de la variabilité interannuelle. Bon, ce 2055, évidemment, c'est une indication qui vaut ce qu'elle vaut. La précision du chiffre n'est pas à retenir. Donc, conclusion, l'ampleur de la variabilité naturelle de la chlorophylle est plus grande ou au moins similaire à la tendance du réchauffement global, qui existe, mais qui est un petit peu noyé dans le bruit de cette variabilité naturelle. Donc il faut par conséquent que nous construisions des enregistrements homogènes long de plusieurs décennies pour pouvoir discerner ces effets computés. Donc en résumé, donc nous avons vu qu'il y a des changements tout à fait substantiels qui sont observés donc là maintenant sur à peu près 2 décennies dans la distribution globale et dans les concentrations de la chlorophylle, et ceci essentiellement à partir de l'analyse des enregistrements globaux fournis par ces deux missions, CZC et CSIWIPS. Alors ces résultats restent un petit peu incertains. Vous avez vu par exemple une étude concluant à une augmentation de 20%, une autre à une diminution de 6%. Des choses par contre qui se dégagent très clairement, donc des augmentations dans les zones intertropicales, des diminutions dans les zones oligotrophes et des changements de cycle saisonnier dans de nombreuses régions. Ces oscillations décennales, donc qui sont importantes, et puis le fait qu'aux échelles décennales et multidécennales, il va falloir considérer les couches profondes. Alors évidemment, quand on est en observation satellitaire, ça demande à combiner les observations satellitaires avec les données in situ. Et puis donc les quelques difficultés encore dans la modélisation pour représenter des changements assez brusques qui ont été observés. Donc cette difficulté de relier de manière totalement univoque les changements observés dans la biomasse aux changements d'origine climatique humaine, et le fait que les séries sont un peu courtes pour avoir des réponses définitives. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour progresser? Donc ça, c'est un petit schéma générique, simplifié, qui montre en fait, pour un signal géophysique quelconque, donc ici je crois que c'est un exemple pris avec des séries de température globales. Bon, ce qu'on sait maintenant évidemment très bien faire, en particulier à partir des observations satellitaires, c'est d'étudier les variations saisonnières, les variations interannuelles sur des échelles de temps d'environ une dizaine d'années. On veut aller vers le séculaire, qu'on ne connaît pas vraiment encore, et entre deux, il y a donc cette échelle décennale à multidécennale, et c'est typiquement celle qu'on commence à pouvoir aborder de manière satisfaisante, et sur laquelle on va se concentrer dans les décennies à venir, pour pouvoir ensuite avoir le continuum des échelles et comprendre exactement les signaux qu'on observe. Et puis d'un point de vue pratique, si je peux dire, donc du côté de la télédétection couleur de l'océan, il faut évidemment continuer à lancer de nouvelles missions. Ça, c'est une activité importante à l'heure actuelle.
Donc, bon, on a pas mal de missions qui sont prévues, en particulier des missions Sentinelle de l'Agence spatiale européenne. Et l'idée est donc de construire ce qu'on appelle des enregistrements de qualité climatique, donc qui sont de la qualité et de la stabilité temporelle suffisante pour étudier les changements climatiques. Donc il faut que les missions soient lancées avec un recouvrement, ce qui n'était pas le cas des 2 missions dont je vous ai parlé juste avant. Il faut également maintenir des sites in situ fixes qui permettent d'établir de longues séries de mesures qui sont nécessaires, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est un aspect très important, à l'étalonnage de ces observations satellitaires qui ne sont pas suffisantes toutes seules, et donc travailler évidemment à l'amélioration de toutes ces techniques pour pouvoir avoir des données de qualité, d'excellente qualité. Et puis du côté de la modélisation, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas ma spécialité, mais donc un certain nombre de progrès à faire sur d'une part l'environnement physique, et puis également sur la réponse des modèles d'écosystèmes qu'on introduit dans ces modèles physiques pour qu'ils soient capables d'évoluer avec les changements climatiques. Je vous remercie de votre attention.